Quand il s'est agi de préparer ce congrès, il fallait d'abord trouver un lieu. Il fallait trouver des hommes pour aller dans ce congrès. Cette maison que vous voyez est celle qui a abrité le congrès constitutif du FPI en 1988. Et nous avons trouvé une villa dans les Palmeraies de Dabo. C'est une villa qui était occupée par un de nos camarades. Il n'était pas membre du congrès, mais son endroit était le mieux indiqué compte tenu du fait qu'il fallait se cacher. Nous avons décidé d'être 20. On a essayé de choisir des enseignants, des étudiants, des ouvriers, des hommes d'affaires. C'est ainsi que nous avons choisi Anaki Komina pour représenter les hommes d'affaires. Moi-même, j'étais à ce congrès, même si les rapports de police disent que je n'y étais pas. Mon épouse y était, ma soeur y était. Naturellement, Aboudraman Sangare, qui était le patron du parti, y était. J'ai cité Anaki, Ouagaabou y était, Bogadoudou y était. Enfin, nous étions 20. À ce congrès, je m'appelais Santia. Je me rappelle que ma soeur s'appelait Ibrahim. Simone s'appelait Dominique. Et nous avons travaillé samedi et dimanche. Nous avons achevé le congrès par les résolutions. Après le congrès constitutif du FPI, le lundi matin, je reçois un coup de fil anonyme qui me dit « Un gibier a été pris au piège. Sois prudent. » Alors ce gibier, le lendemain, je me suis rendu compte que ce gibier était en fait Anaki. C'est en ce moment-là que la sortie de la clandestinité a commencé. Parce qu'à partir du moment où Anaki avait été arrêté, je n'étais plus réellement un clandestin. J'ai donné des interviews à l'AFP, j'écrivais des articles que j'ai dictés à Paris à des amis journalistes pour qu'ils les publient, pour que notre ami ne reste pas en prison dans l'ignorance de tout le monde. Ça a été des moments pénibles. Parce qu'à partir de ce moment-là, Oufoué a convoqué les responsables politiques de Gagnois. Il a fait convoquer mon père. Et on est venu me dire que le lendemain, il fallait que j'aille à la présidence, où il y avait une réunion du bureau politique du PDCI, des responsables politiques de Gagnois et de ceux de la région d'Anaki, et que mon père serait là. Alors j'ai téléphoné à Abdoulaye Diallo, j'ai dit ça ne se passera pas comme ça. Hein. Moi, je suis majeur. Et je ne vous laisserai pas manipuler mes parents. Je suis allé à la présidence avec Sangaré, avec mon épouse, etc. Nous étions convoqués. C'est là que Oufouet Boigny a dit sa phrase terrible. Mais Babo Laurent, il est perdu. Toi, tu n'as rien. Tu n'es rien et tu ne seras rien dans ce pays. Après, on nous a amenés à la sûreté de l'État, à la sûreté nationale, et on nous a fait des photos comme des bandits, avec des ardoises sur la poitrine. Quand j'ai été élu président, j'ai demandé qu'on me les amène. De temps en temps, je les regarde. Elles me permettent d'être humble. Elles me permettent d'être humble. Et de dire, voici l'homme. Tu peux être grand aujourd'hui, mais hier, tu as été traité comme un délinquant primaire. Et peut-être que demain, tu seras encore traité comme ça. Donc, la vie même que j'ai menée me pousse à relativiser toutes les choses. Et l'un des faits importants, c'est que nous étions en résidence surveillée quand nous avons décidé de nous marier, Simone et moi. Ça se répétait. On s'est dit, on a des enfants, on ne sait jamais. Marions-nous. S'il arrive quelque chose à l'un d'entre nous, l'autre pourra continuer à poser les actes légaux pour s'occuper des enfants. Et donc, on s'est mariés en janvier 1989, à la mairie de Cocody, dans la plus grande discrétion.
Mais en même temps, s'il n'y avait pas la politique, s'il n'y avait que l'amour, peut-être aussi que j'aurais craqué. Parce que ces épreuves-là étaient dures. Hein. Toutes ces tracasseries policières, ça faisait peur. Quand il est revenu d'exil, pendant des mois, on est resté en résidence surveillée. Et plusieurs fois, moi je me suis retrouvé, après l'affaire d'Anaki, dans les souterrains de la Sûreté nationale, en train de me faire photographier une ardoise sur la poitrine comme un wanted de grand chemin. Il fallait y croire hein, pour affronter toutes ces tracasseries-là. Donc la conviction politique, je crois, a également été quelque chose d'extrêmement important. Et puis, ce Laurent-là, quand je l'ai découvert, au plan politique, il correspondait tout à fait au type de leader dont je rêvais pour diriger nos activités politiques. C'est un homme qui a de grandes valeurs, il a une très grande vision, il a une très grande générosité en matière politique. Il ne fait pas de calculs pour lui-même. Et ça m'avait frappé tout de suite. Il ne fait pas de calculs pour lui-même, mais il est capable de décider d'un objectif à atteindre et de marcher à cet objectif, quel que soit ce que ça lui en coûte. Et moi, je cherchais un homme de ce genre-là pour faire la politique avec lui. Et là, je l'avais trouvé. Et j'ai décidé que je ne le lâcherai plus. J'étais en train d'écrire une lettre à Anaki, qui était en prison encore, en 90, quand on est venu m'annoncer que, à cause d'une coupure de courant, les étudiants de la cité universitaire de Yopougon étaient dans la rue et qu'ils avaient commencé à faire la grève. Et je me souviens que je lui ai noté ça dans la lettre. Et puis, ensuite, ça a été de l'agrénage, ça a été toutes les cités. Puis ça a été les banques, ça a été les sages-femmes, ça a été les infirmiers, ça a été les médecins, c'était tout le monde. Et les gens étaient dans la rue. Alors, qu'est-ce que le FPI a fait? J'écrivais des textes que je signais de mon nom et qu'on distribuait dans les manifestations. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que au moment où la rue bouillonne, pour plusieurs raisons, je suis le seul à être dans la tête des gens. C'est ça que ça signifie. J'ai écrit des livres, j'ai signé des livres, etc. Mais en même temps, nous avons créé des journaux clandestins, nous avons créé l'événement que nous avons fait fabriquer en France, qui transitaient par Ouagadougou, et on les a fait rentrer. Ils rentrent, on les vend, ils ont un succès énorme. Mais dans ce journal, il y a un seul nom, Babou Laurent. Tous les autres, ce sont des artistes des camarades qui restent clandestins parce qu'on l'a décidé comme ça. Comme j'étais déjà connu, c'était plus la peine que moi je me cache. Donc la lutte a désormais un nom, elle a un visage. C'est là-dessus que le bouillonnement arrive. Et ce bouillonnement, nous y participons, nous l'entretenons. Pendant que la rue bouillonne, j'appelle les camarades, nous nous réunissons. Je dis, il faut qu'on aille à la préfecture d'Abidjan pour déposer les dossiers de notre parti. J'avais devant les camarades un raisonnement simple. J'ai dit, nous déposons les papiers. Si on m'arrête, la rue va bouillonner encore plus. Si on ne m'arrête pas, c'est le multipartisme qui est né. Mais dans les deux cas, on ne perd rien. Nous sommes gagnants sur les deux tableaux. Et j'étais d'autant plus impossible de tenir la rue que l'armée elle-même était déjà délitée. Elle-même avait déjà marché en 90 jusqu'à l'aéroport. Elle faisait ce qu'elle voulait. Donc il n'y avait plus de force de répression sur laquelle le pouvoir pouvait compter. Il fallait s'engouffrer dans cette brèche-là. On a débattu longtemps.
nous avons fait une liste et nous sommes allés déposer les papiers. Alors ça, c'était très amusant parce que on arrivait, il y avait un bureau pour déclarer les organisations. Alors j'étais dans les rangs avec Boga et puis Agodiou Paul, nous étions dans les rangs. Dans ces choses-là, j'amène toujours Boga parce qu'il est juriste, donc s'il y a un problème de droit, il peut nous défendre. Alors on arrive là, et puis notre tour arrive, et je dépose mes papiers devant le bonhomme, il regarde, il dit ah non, je ne peux pas. Il dit ah monsieur, prenez vos papiers. Pardon, je ne peux pas. Allez voir le préfet ou le secrétaire général de préfecture, mais moi je ne peux pas prendre ça. Alors c'était une première indication. C'était le 2 avril 1990. Donc on va voir le secrétaire général de préfecture, on lui donne les papiers et il parle en Dida. Il dit mais moi qu'est-ce que je fais? Alors attendez, il prend le téléphone, il appelle le préfet qui n'était pas là, qui était chez lui. Le préfet lui dit, dites-leur de revenir demain. Je suppose que c'était pour se donner un temps de réflexion pour téléphoner au ministre ou au président de la République. Dites-leur de revenir demain. Donc on part. Et on revient le lendemain, 3 avril. Le préfet nous reçoit très gentiment. Il reçoit nos documents. Il appelle sa secrétaire. Il lui dicte la réponse à nous donner, qui était positive. C'est-à-dire c'était un récépissé à nous donner. Il lui dicte les mots. La secrétaire tape. Pendant ce temps, il nous offre du café. Il signe et il cachette. Et il nous tend le document. Nous le prenons, nous sortons, le multipartisme était né. C'est tout, c'est comme ça. Puisque la Constitution, l'article 7 de la Constitution, prévoyait déjà le multipartisme. Il fallait avoir du cran, du courage et la volonté pour forcer ce destin et faire revivre l'article 7. C'est ce que nous avons fait.